Imaginez-vous faire votre premier long métrage et vous vous retrouvez nominé pour la Palme d'Or au Festival de Cannes. C'est exactement ce qui est arrivé à Ramata Toulaï-Si, mon invitée de la semaine, avec qui j'ai échangé et qui est la réalisatrice de Banel et Adama, qui est actuellement au cinéma. Je vous invite à aller voir ce bijou que j'ai personnellement vraiment adoré. Dans cet épisode, Ramata revient sur l'envers du décor de ce film, comment elle l'a réalisé, pourquoi elle l'a réalisé et toutes les difficultés ou pas qu'il y a eu derrière. On a aussi parlé de sa famille, de ses parents, de ce que léguait en tant que femme. On a parlé de liberté, d'amour, parce que Toulaï est une vraie romantique, et de plein d'autres sujets. J'espère que cet épisode vous plaira. En tout cas, j'ai pris un vrai plaisir à l'enregistrer avec Toulaï, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Ramata Toulaï-Si. Bonjour Toulaï. Bonjour. Je suis hyper contente de te recevoir sur Agathe et Mary. Vraiment, c'est un honneur pour moi. Merci de me recevoir. C'est aussi un honneur depuis le temps oui. que j'écoute les podcasts. Et puis, ouais, moi, que je suis ton travail et c'est trop chouette. On va parler, bien sûr, tu as été connue du grand public avec Banel et Adama, mais avant ça, tu faisais plein de choses, on va revenir dessus. Moi, j'ai eu la chance de regarder le film en amont. Et quand je l'ai regardé, il y a trois adjectifs qui sont venus en tête. C'est doux, poétique et rebelle. Doux parce que, surtout sur le personnage d'Adama, je trouve qu'il est très doux, très posé, très calme. Poétique parce que je ressens quand même plein de références. Moi, je suis une fan de Maya Angelou. Ah, moi aussi. J'aime trop Maya. C'est trop bien que tu aies vu les références. Ouais, et du coup, on sent vraiment la poésie de Maya. Et je trouve ça vraiment trop beau. Et rebelle, sur le personnage de Banel, qui est une femme rebelle, qui cherche une farouche liberté, voilà. Et je me suis posé la question, en quoi ces trois adjectifs-là te définissent toi ou pas? Est-ce que tu te reconnais en ces adjectifs-là? Oui, complètement. Surtout le rebelle. Ouais. Dis-moi en plus. Mais aussi beaucoup de douceur, en fait. Et je pense que c'est ce que je voulais développer aussi c'est ce que je voulais développer dans ce premier long métrage. On dit souvent que les premiers longs métrages sont les plus personnels et qui sont plus proches des réalisateurs parce qu'on met beaucoup de nous. Et c'est vrai que ce long métrage... Il y a beaucoup de moi dans ce long métrage à travers et le personnage de Banel et le personnage d'Adama. Et au début, je disais toujours, je suis plus Adama que Banel parce que j'arrivais pas à accepter qu'en fait j'étais plus Banel. Mais c'est vrai que je suis un peu des deux sur, par exemple, la responsabilité dans la famille, la suivi de la tradition, la suivi de la communauté, être très proche de sa famille. Et ça, c'est mon côté très Adama et de responsabilité envers sa communauté, envers sa famille. Et c'est pour ça que j'ai fait mon premier film au Sénégal. Ouais. Et en Peul. Mais d'un côté aussi, je suis encore plus Banel dans sa recherche farouche comme tu dis, de liberté, alors que je suis déjà très libre. Et c'est vrai qu'un jour, je me souviens, à chaque fois, je disais, ma sœur Fatih, elle me demandait, mais t'es libre? T'es la plus libre de la famille. Et moi, je lui ai dit, non, je suis pas libre. Elle me dit, je comprends pas. Et en fait, moi aussi, je comprends pas, en fait. Je me sens pas libre, alors je suis complètement libre. Et je pense que c'est ce que représente ce personnage, en fait. Et c'est aussi... je dis toujours que Banel, c'est pas un personnage qui cherche l'émancipation comme beaucoup de personnages féminins. Elle est déjà émancipée. Et pour moi, Banel, c'est vraiment une femme qui souhaite vivre sa vie en tant que femme, vivre son amour, vivre sa passion et surtout vivre sa folie. Et quand tu dis justement la liberté, tu te sens, tu es libre, mais tu te sens pas libre. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté pour toi? Mais je pense que c'est ça que j'ai pas encore compris dans ma vie et j'ai pas encore défini dans ma vie. Mais c'est vrai que lorsque ma sœur m'a posé cette question, et c'est vrai que chez moi on est 6 enfants, 3 filles, 3 garçons, et depuis plus jeune, c'est toujours moi qui fais les plus grosses folies en fait. Mais je voyage partout, je fais des études de cinéma alors que à peu près tout le monde a des métiers assez posés. J'ai 37 ans et je suis pas encore mariée. On sait qu'au Sénégal et dans nos traditions, c'est très compliqué. Donc voilà, je suis vue beaucoup comme la rebelle chez moi. Et c'est vrai que je fais ce que je veux. Et c'est vrai que mes sœurs, elles m'ont toujours dit, de toute façon, toi, t'as toujours fait ce que tu voulais. Et c'est vrai. T'es à combienième dans la famille? 4e. Ok. Mais je suis la plus petite des filles. Okay. Mais je suis la 4e. Mais
il y a quand même quelque chose qui m'emprisonne, mais je ne sais pas quoi encore. Et je pense que c'est ma quête, en fait. Et c'est pour ça que j'écris ce genre de film, en fait. Parce que en écrivant des personnages comme Banel, c'est un peu... c'est ma thérapie, en fait. Ouais, c'est un exutoire, Voilà, quoi. je vais pas voir le psy, mais c'est ma thérapie. Et je me questionne. Et souvent, je trouve réponse à ces questions. Pour la liberté, c'est pas encore ça, mais je pense que je la trouverai un jour. Trop, trop chouette. Bah, du coup, tu as parlé un peu de ta famille, de ta fratrie. Moi, j'aimerais te demander, tu es née où et quels sont tes souvenirs d'enfance? Comment était Ramata Toulaye? Comment était Toulaye quand tu étais petite? T'étais comment comme enfant? Alors, ouais, je suis née à Besançon, dans le 95, et je suis la quatrième d'une fratrie de 6 frères et sœurs, et mes parents sont sénégalais. Mon père est arrivé dans les années 70, 60, non, peut-être avant, un peu dans les années 60, et ma mère au début des années 80. On est tous nés ici, à part ma plus grande sœur qui est venue à 3 mois avec ma mère, donc c'est comme si elle était née ici. Et donc j'ai grandi à Besançon, en cité. Dans une petite cité. Et la Toulaye, quand j'étais petite, j'étais vraiment... tout le monde me disait que j'étais comme un soleil, en fait. Je parlais beaucoup, j'avais peur de rien, j'adorais faire l'adulte, en fait, quand j'étais petite, et je parlais beaucoup. Donc, mes parents disaient toujours que j'allais être journaliste ou avocate, parce que je parlais vraiment beaucoup. Et j'ai toujours eu un gros caractère, une grosse présence, en fait. Et c'est vrai que j'étais très, très différente de mes sœurs, parce que moi, j'ai toujours été la plus noire dans ma famille. Donc, j'étais vue un peu... vraiment la rebelle, comme avec des gros cheveux, avec vraiment celle qu'on peut pas tenir caser, et pas caser. Mais ouais, j'étais hyper. Je sais que depuis que je suis petite, j'étais hyper ambitieuse, en fait, j'ai toujours tout voulu depuis que avoir et faire. En fait, j'étais... Et ça vient d'où, ça, tu sais? Non, même pas, parce que en fait, même mes frères et sœurs sont vraiment très différents de moi. On est normal, mais on est tous très différents. Mais et c'est peut-être pas, c'est même pas parce que je viens de la cité, parce que moi, la question dont tu posais, on a vécu en cité, mais j'ai une très très belle vie. C'est vraiment une vie dans la cité très classique, avec mon père ouvrier, ma mère femme de ménage. Quand mon père a eu sa retraite assez tôt. Donc une classe même pas moyenne, tu vois, on avait peu d'argent, mais on était très heureux, et je me suis jamais sentie à part d'être et d'avoir grandi dans une cité avec des parents immigrés analphabètes. Ça a jamais été un frein. Un frein, oui, ça n'a jamais été un frein pour moi. Et je pense qu'au contraire, en fait, j'étais consciente de ça depuis que j'étais petite. En fait, je crois que depuis que j'étais petite, j'ai compris que personne ne me donnerait rien, mais vraiment personne ne me donnerait rien, et qu'aussi avec mes parents, ils pourraient me donner ce qu'ils peuvent me donner, mais pas au-delà, et surtout qu'on est 6 frères et sœurs. Donc depuis que je suis jeune, moi j'ai commencé à travailler très jeune, j'ai commencé à travailler au lycée, j'ai fait un bac L, mais le mercredi après-midi et le samedi, toute la journée, je travaillais au McDo. J'étais au McDo et j'étais la seule à avoir un contrat de 9 heures, mais en fait j'étais obligée de travailler parce que je voulais des choses que mes parents ne pouvaient pas m'offrir. Ouais. Quand je voulais un ordinateur, je voulais des fringues, je voulais aller au cinéma, et ça apporte. C'est vraiment, j'ai commencé à travailler vraiment très jeune, en fait, parce que depuis petite, j'ai su que je pouvais avoir ce que je voulais, en fait, mais il fallait que je bosse, en fait. Ouais. Et du coup, comme tu as parlé de tes parents, quelles sont les valeurs qu'ils t'ont transmises qui ont influencé la personne que tu es aujourd'hui? Alors, le travail. Moi, c'est vraiment mon père, c'est vraiment le travail dans toutes ses citations, dans toutes ces choses. C'était le travail, c'est là, on était fatigué. Non, le travail, c'est la santé, il n'y a pas de fatigue. Et moi, mon père, il n'y a pas de grasse matinée, il n'y avait pas de grasse matinée avec mon père. C'était, même si on n'avait pas école, on se lève tôt. Quand on revenait de l'école, on n'avait pas le droit de regarder la télé. Et quand on regardait la télé, c'est lui qui commandait la télé. Parce qu'en fait, mon père était à la retraite très tôt. C'était le temps de la retraite anticipée. Donc, moi, j'étais en CM1 et mon père était déjà à la retraite. Donc, moi, j'ai grandi avec mon père à la maison tout le temps, ce qui est une grande chance aussi. Mon père, il nous a toujours appris que on n'a pas besoin de dons, en fait. Mais c'est pour ça que j'ai cette valeur, et moi, je le dis tout le temps, j'ai pas de dons, en fait. J'ai pas de dons de faire du cinéma, j'ai pas de dons d'écriture. T'as pas de talent, ça, ce que je veux dire? Non, ouais, j'ai pas de talent, moi. En fait, moi, c'est juste le travail, vraiment. Et moi, je le pense réellement, et c'est pas mal, et c'est pas un mal. Parce qu'en fait, on est dans une société où j'ai l'impression, avec les réseaux sociaux, où faut avoir un talent, et le talent, tout le monde a un talent. Non, en fait, le travail aussi paye, et il faut travailler, mais il faut pas avoir peur de travailler, parce que j'ai bossé à fond. Mais ouais, c'est vraiment
la valeur que mon père nous a vraiment transmis à mes frères et sœurs. Et ta mère? Alors, ma mère, c'est autre chose. Ma mère, ça reste vraiment une maman africaine. Mais je pense que, ouais, ma mère, elle nous a en tout cas, à mes sœurs, hein, parce que je pense, nous a transmis la force, en fait, une valeur de force et de dignité, d'être en tant que femme, en fait. Être digne et la force, vraiment, et une fierté, en fait. Mais c'est vraiment une valeur de féminité, en fait, mais pas dans une féminité physique, mais c'est une féminité assez morale, en fait. Être une femme, c'est être quelqu'un de fort, en fait, et de quelqu'un de digne. Et je pense que ma mère, elle nous a vraiment transmis ça à mes sœurs. Trop bien. Et t'as pas parlé de tes rêves. Tu vois, quand tu étais petite, tu rêvais de devenir quoi? Est-ce que tu avais une projection particulière vers un métier ou pas du tout? Oui, mais ça a changé tout le temps. Mais parce qu'en vrai. fait, moi, je suis quelqu'un de très curieuse, mais vraiment, et je veux tout faire. Et au tout début, c'était prof d'histoire. C'est pour ça que j'ai commencé des études. Okay. Mais je voulais vraiment... j'adore l'histoire. Donc, je suis allée à l'université en histoire avant de commencer le cinéma. Ensuite, à un moment, je voulais faire de la criminologie parce que j'adorais la criminologie. Je lisais plein de trucs sur la criminologie. Ensuite, il y avait fleuriste parce que j'adore les fleurs. Et vraiment, ça a vraiment beaucoup changé. Ensuite, il y avait... auteur de romans aussi, je voulais vraiment écrire des romans. Et en fait, le cinéma m'est tombé dessus. Et comment ça? J'aimerais savoir comment ça t'est tombé dessus, quel a été... Enfin, tu vois, parce que c'est quand même un milieu assez spécial, le cinéma, très difficile d'y pénétrer, très nébuleux, on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. Tu vois, non mais c'est vrai, tu vois, ça reste toujours mythique, le cinéma. Ça reste mythique, c'est vrai. Mythique. De l'extérieur. Ouais. Moins quand t'es... Non, moi, c'est moins glam. C'est moins glamour, moi, je vous le dis. Hein, c'est pas glamour du tout. C'est moins glam à l'intérieur, mais de l'extérieur, t'as ce côté, tu vois, voilà, waouh, le cinéma. Ouais. Et comment tu as eu cette appétence-là et comment t'es tombée dans la marmite, en fait? Non, en fait, moi, je dis toujours que c'est même pas moi, en fait. C'est le cinéma qui me court après. Vraiment, il me court après. À chaque fois que je veux m'en éloigner, il est là. Non, tu vas rester avec moi. On est ensemble, on est ensemble. Moi, en fait, après, j'ai fait un bac L. Et après, je voulais faire de l'histoire parce que j'avais une imagination des sophistes. Je voulais être sophiste, en fait. J'étais là, je vais être sophiste et tout. Et en fait, je suis allée à l'université en histoire. Et non, ce n'était pas du tout ça. C'était vraiment, je me suis tombée de mon nuage. Et j'étais là, mais je peux pas rester 3-5 ans à faire ça. Mais avant, depuis le lycée, depuis que j'avais commencé à travailler, je m'étais pris une carte UGC avec ma sœur. Et on allait beaucoup au cinéma. Mais on allait beaucoup au cinéma juste parce qu'on aimait beaucoup le cinéma. On allait à l'UGC La Défense. Comme nous, on était à Besançon. Et je me suis dit, qu'est-ce que t'aimes que tu peux faire pendant un semestre? Parce que j'ai quitté l'histoire au bout que d'un semestre. Donc, il fallait que je trouve. Et parce qu'avec mon père, impossible de prendre un semestre sabbatique. Bah non. Non, impossible. Impossible. Donc, j'étais là, fais un truc que t'aimes et ensuite, tu changeras, en fait. Et j'étais là, j'aime le cinéma. Il avait de la place en fac de cinéma. Je me suis dit, je vais rester un semestre. Et en fait, je suis restée toute ma vie pour l'instant. Mais vraiment, je suis restée comme ça. Et quand tu dis, à chaque fois que je veux quitter le cinéma me rattrape, pourquoi tu voulais quitter? Qu'est-ce qui te faisait partir? Qu'est-ce que... Tu vois? Mais parce qu'en fait, le cinéma, c'est pas ma passion première. En fait, tous les gens qui me connaissent... C'est quoi ta passion première? La littérature. C'est la littérature. Tous les gens qui me connaissent savent que c'est la littérature. C'est pour ça que mes scénarios sont très littéraires. C'est pour ça que je mets beaucoup de poésie, beaucoup de littérature dans mes scénarios. Et le cinéma, c'est beaucoup l'image, même si on raconte des histoires. Mais ce qui me plaît aussi dans le cinéma, c'est quand même qu'on raconte des histoires d'une autre façon. Mais moi, en tout cas, tout ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Et après, c'est d'une façon différente. Après, je suis restée jusqu'au master en cinéma. Et ensuite, il y avait ce concours de la FEMIS, l'école que j'ai fait après le master. Et je connaissais même pas la FEMIS 2 ans avant de tenter le concours. Je connaissais même pas cette grande école dont tout le monde parlait. Et en fait, je l'ai tenté, mais pour une raison... Comment tu l'as connue, du coup? Qu'est-ce qui t'a fait Alors, il y avait des affiches à l'université, tenter le concours de la FEMIS, où il y avait un stage égalité des chances avec la Fondation Culture Université pour les vacances d'été, en vue de tenter vraiment le concours. Vrai concours, Et je voyais que tout le monde tentait le concours de la FEMIS à l'université autour de moi et personne l'avait. Et j'entendais que c'était 3 tours, que c'était le plus grand. Et c'est le concours, quand on lit sur Wikipédia, c'est le concours le plus difficile en France après Saint-Cyr. C'est le deuxième concours le plus difficile en France. Et tout le monde était là à échouer au concours de la FEMIS et vraiment tous mes amis le tentaient à l'université. Et j'étais là, je vais le tenter juste pour prouver à tout le monde que je vais pouvoir l'avoir. J'adore. Et en fait, mais je m'étais pas rendu compte que, après je l'ai eu. Et en fait, vraiment le premier mois à la FEMIS, j'étais là, mais
qu'est-ce que tu fais là, en fait? Ouais. T'as tenté le concours pas parce que tu voulais l'avoir. Ouais, tu as tenté par orgueil, Oui, non, un peu. non, il faut le dire. Par orgueil. C'est par orgueil. Par ego et par orgueil. Et surtout que personne n'était venu vers moi en me disant, oh, tu l'auras pas le concours de la Fémis. Oui, tu t'es montée la tête toute seule, toi. Je m'étais montée la tête toute seule, en fait. Et en fait, c'est ça, en fait, dans ma vie, je me lance des challenges comme ça, en me disant, je vais prouver aux gens. Et je sais pas pourquoi je me dis que je peux le faire. Donc, je me lance dans des trucs. Et ensuite, je suis coincée dans ces choses. Et ensuite, je reste. Et voilà, après, il y a des belles choses qui s'en sortent. Bien sûr, bien sûr. Moi, je crois au destin. Donc, c'est mon destin. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé le concours de la Fémis. Vraiment. C'est ouf. Ouais, non, mais c'est assez marrant. Donc, tu tentes le concours de la Fémis, tu l'as. Après, tu fais quoi? Comment ça se passe? Tu vois, une fois que tu es diplômée dans le cinéma? Alors, une fois que tu es diplômé dans le cinéma, c'est vraiment toi et ta chance, en fait. Okay. C'est parce que moi, il y a plein de gens à la Fémis, il y en a qui ont arrêté après l'école, il y en a qui ont plus de mal à faire leur projet parce que le cinéma, c'est pas l'école. Hein. Le cinéma, dans la réalité, c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école. Moi, j'ai eu beaucoup de chance en sortant de la Fémis. Il y a beaucoup de gens du métier qui sont venus me chercher. J'ai eu énormément de propositions après la sortie de coécriture. J'en ai eu 2 d'un coup. Cybèle, que j'ai coécrit, qui est sorti en 2018. C'est un film franco-turc. Et ensuite, Notre-Dame du Nil, que j'ai coécrit avec Atik Raimi. Qui est l'adaptation du livre de Scholastique. Mokasanga. Voilà, qui a eu le prix Renaudot. Et ensuite, j'ai beaucoup fait de script doctoring. Et j'ai aussi fait plein de projets qui n'ont pas abouti. Parce que c'est ça aussi le cinéma. On fait plein de projets qui aboutissent pas. Parce que voilà, c'est hyper compliqué. Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance à la sortie. Je sais pas, c'est de la chance. Je dis de la chance, c'est parce que c'est vrai qu'il y a de la chance, mais c'est aussi beaucoup le travail aussi. Et je pense que les gens étaient intéressés par ce que je proposais. Et peut-être ton talent aussi, tu vois, que tu veux pas reconnaître. Mais en tout cas, oui, je vois ton travail. Oui, c'est le travail. Donc moi, on va dire, j'ai eu beaucoup de chance et pas beaucoup galéré à la sortie de l'école. Ouais. Et comment tu choisis justement tes projets sur lesquels tu travailles? Tu vois, qu'est-ce qui te... parce que je pense que tu as plein de propositions. Et dans ces propositions-là, quels sont tes critères de sélection? Alors, j'aime beaucoup les projets qui se passent à l'étranger. Ça me fait découvrir des pays, ça me fait découvrir des cultures, ça m'ouvre en fait sur le monde. Pour Cybèle, c'était la Turquie, j'étais jamais allée, donc j'y suis allée dernièrement. Ensuite, au Rwanda, j'y suis allée 2 fois pour Notre-Dame du Nil, et écrire avec Atik Raimi, qui est quand même un prix Goncourt et je m'intéresse beaucoup à la littérature, et que j'avais adoré son livre Sing et Sabour, c'était exceptionnel. Donc voilà, mais je choisis vraiment mes projets. C'est même pas par rapport aux gens, à la célébrité ou avec qui on va travailler. Parce que c'est des projets, on peut rester 2 ans, 3 ans, 4 ans sur des projets. Il faut tenir. C'est un projet, je pense que je l'ai choisi où je me dis, je pourrais rester. Je pourrais me battre en fait. C'est un projet pour lequel je pourrais me battre. C'est un projet pour lequel je pourrais souffrir parce qu'on souffre en écrivant. Et c'est beaucoup des projets qui parlent de la femme, c'est vrai. Parce que c'est des sujets qui m'intéressent. Ouais. Bah ça, je vais y revenir justement parce que c'est effectivement, on le voit, c'est un peu le fil rouge de toutes tes réalisations. Pourquoi ce sujet te parle tant? Et pourquoi? Mais même moi, je sais pas comment ce thème m'obsède en fait. Vraiment, ça m'obsède. C'est vraiment la place de la femme dans la société contemporaine. C'est vraiment et vraiment dans le monde entier, hein, que ce soit pas juste en Afrique, ça peut être ici en banlieue, en France, partout dans le monde. Mais la place de la femme dans la société contemporaine, c'est vraiment un sujet qui m'obsède. Et je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est thérapeutique pour moi de d'écrire et je peux avoir des réponses à mes questions. Et je pense que ces questionnements sont venus... je me questionnais pas sur la femme avant. Je pense que c'est venu dans le tard, quand je suis arrivée à la Fémis. Je pense que c'est parce que c'est à ce moment-là, dans le tard, que je me suis découverte en tant que femme et que j'ai vu toutes les problématiques et toutes les souffrances et aussi tout le bonheur et toute la joie, parce qu'il n'y a pas que de la souffrance, même s'il y en a beaucoup. Mais développe-moi ça. Moi, j'ai envie de savoir. Mais en fait, je sais pas si je peux vraiment expliquer comment c'est. Je pense que c'est des parcours aussi de vie. C'est mon parcours de vie qui m'a fait intéresser à ce sujet. Après, nous, on est nés, on a grandi dans des milieux très traditionnels qui attendent beaucoup de la femme.
et même dans cette société aussi française, en tant que femme noire, comment on se positionne en tant que femme, comment on se positionne dans notre communauté, avec nos parents, avec notre famille. Et en fait, je pense que c'est juste... Et je pense que c'est un lien aussi avec tout ce sujet de liberté que je recherche et dont je me questionne. C'est, en fait, quelle est notre place, en fait? C'est qu'est-ce qu'on attend de nous et quelle est notre place? Parce que j'ai l'impression qu'on attend peu de nous, mais en même temps, on attend énormément aussi de nous. Donc, à la fin, on est au milieu, on se demande, OK, mais est-ce qu'on peut nous voir qu'en tant que femme? Est-ce qu'on peut nous voir aussi en tant que juste humain et autre chose? Ok, moi je suis une femme, je le revendique, j'adore être une femme. Oh, jamais je voudrais être un homme, ça c'est sûr et certain, mais vraiment. Mais c'est hyper dur en fait. C'est douloureux d'être une femme. Et en fait, quand on dit ça aujourd'hui, on a l'impression qu'on se plaint en fait. Mais c'est pas, moi je me plains pas en disant ça. Hein. Moi je pose juste un statement. Ouais. C'est vraiment, c'est douloureux d'être une femme. Et ça, je pense que ça a toujours été douloureux d'être une femme dans le monde. Et c'est pour ça que je me questionne en fait à travers mes scénarios de notre place et de qu'est-ce qu'on attend de nous et comment en fait on peut vivre en tant que femme et chacune trouver sa propre définition de femme. En fait, moi, je pense ce qui m'a le plus dérangée dans ma vie, c'est qu'on nous donne qu'une seule définition de ce qu'est la femme. C'est tout simple. Moi, je porte pas de boucle d'oreille. Mes parents, ma mère m'a percée quand j'étais jeune, mais je porte pas de boucle d'oreille. Je n'aime pas les boucles d'oreille. Quand je vais au Sénégal ou autre part, on me dit, tu n'es pas une femme parce que tu ne portes pas de boucle d'oreille. Ok, d'accord. Donc après, c'est tu n'es pas une femme parce que tu n'es pas mariée. Tu n'es pas une femme parce que tu n'as pas d'enfant. Tu n'es pas une femme. Et donc voilà, et non. Moi, je suis très féminine. J'adore porter des robes. J'adore pas me maquiller, mais j'adore, voilà. Oui. Mais voilà, c'est ça. Je ne porte pas de bijoux, mais c'est pas pour ça que je me considère moins femme qu'une autre femme qui se maquille, qui porte des bijoux et qui est très dans sa sexualité, et ce qui est très bien pour elle, si c'est sa définition d'être femme. Et c'est ça, en fait, je pense que chaque femme doit trouver sa définition sans être coincée dans un cadre de qu'est-ce que c'est d'être une femme, en fait. Ouais, non, je comprends parfaitement. Je suis en phase. je ne pourrais être plus en phase. Là, j'aimerais juste me focaliser, du coup, sur le film Banel et Adama, qui parle aussi de ce sujet-là, du coup. C'est très lié. Donc, comme je disais tout à l'heure, tu es connue du grand public avec ce film-là, mais tu as fait plein d'autres films, tu en as parlé, Cybèle, Notre-Dame du Nil, Astel aussi, plein d'autres films. Et j'imagine qu'on te pose souvent la question de comment t'en es arrivé là. Tu vois, je pense que récemment, surtout avec la couverture médiatique, et j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu réponds à ça quand on te demande qu'est-ce qui fait que tu as été nominée à Cannes, en compétition officielle. Comment ça se fait que tu as été nominée à Cannes en compétition officielle? Qu'est-ce que tu réponds à ça quand on dit, mais comment ça se fait? Mais moi, je pense que c'est juste, comme je disais dans la conférence de presse, parce qu'on a eu une conférence de presse après la projection à Cannes, comme on m'a posé aussi cette question. Oui, c'est un premier film, parce qu'il y a peu de premiers films qui sont en compétition officielle à Cannes. Il y en a très, très peu. Et cette année, j'étais la seule. Et surtout que j'ai pas fait beaucoup de courts-métrages, donc comme tu disais, j'étais pas très connue. Ou j'étais connue du monde en France, du monde du cinéma en France, on me connaissait en tant que scénariste, mais pas en tant que réalisatrice. Mais moi, je dis tout simplement, c'est le travail, en fait. Moi, je pense que c'est juste la suite logique, en fait, de mon travail. Moi, je suis pas arrivée en compétition officielle comme ça, en fait. Les mains dans les poches. Ouais, voilà, je suis pas arrivée comme une petite fleur. Voilà, personne m'a pistonnée parce que personne me connaissait. C'est vraiment, ils ont vu mon film et ils ont vu quelque chose dans mon film et ils l'ont projeté en compétition officielle. Et c'est vraiment la suite logique d'un travail. Moi, j'ai fait un master à l'université. J'ai fait ensuite 4 ans à la FEMIS. Avant ça, j'avais fait un bac L. Non, mais je ne compte plus les stages que j'ai faits, en fait. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai compris très vite qu'on ne nous attendait pas et que personne n'allait rien me donner. Vu d'où je viens, vu mes parents, il est ouvrier, mon père, il était ouvrier, ma mère femme de ménage, connaissent personne. Donc moi, depuis l'université, j'ai enchaîné les stages. J'étais en stage à Canal+, j'étais en stage à Ciné+, j'étais en stage à Gaumont, j'étais en stage au CNC. J'ai fait vraiment plein de choses. Et ensuite, j'ai coécrit. C'est juste une suite logique. Et bien sûr, ça n'arrive pas à tout le monde. Comme je dis, il y a un peu de chance aussi. C'est du travail. Mais je ne débarque pas comme ça, en fait. Les gens ne me connaissaient pas, mais je suis dans le monde du cinéma depuis quand même
bout de temps, en fait. Ouais. Non, mais c'est important de le redire parce que souvent, je te pose cette question parce que je sais qu'on te l'a beaucoup posée et c'est un peu agaçant parfois parce que justement, c'est pas... c'est souvent une surprise, waouh, comment ça se fait vous êtes là? On est aussi, on a d'autres choses qui nous définissent qui sont pas que juste je suis arrivée là, je suis noire et voilà, c'est ça. Non, mais c'est pas ça, c'est après je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont qui ont pensé qu'il fallait une africaine cette année, alors que c'est pas vrai, parce qu'ils auraient pu prendre n'importe qui, parce qu'il y avait 6 films en compétition officielle à Cannes cette année. Il y en a beaucoup qui disent aussi qu'il fallait une femme, mais je pense que mon film... Moi, je pense vraiment que mon film avait sa place en compétition, comme beaucoup de films ont leur place, et j'ai eu ma chance juste cette année, en fait. Complètement. Et justement, tu disais que toi, ton métier avant, c'était scénariste, pas réalisatrice. Oui. Pour Banel Adama, du côté devenue réalisatrice, et que tu ne voulais pas au départ, j'ai l'impression. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre cette mission? Alors, moi, j'étais scénariste avant, co-scénariste. Je scénarisais des longs métrages avec d'autres réalisateurs. Et c'est vrai qu'on m'a toujours proposé, depuis la sortie de La Fémis, de réaliser, mais ça ne m'intéressait pas. Comme je te disais tout à l'heure, moi, ce qui m'intéressait, c'est de raconter d'une histoire, mais en écrivant. Ouais. Donc, raconter des histoires à travers un scénario et pas à travers des images. Donc, juste, ça ne m'intéressait pas. Et ensuite, ce scénario... Banel Adama, c'est mon scénario de fin d'année de TFE, c'est-à-dire que j'ai présenté mon diplôme avec ce scénario en 2014. 2014-2015 à la Fémis, c'est mon scénario de sortie. Comme genre un mémoire de fin d'études. Oui, voilà, c'est ça, mais comme on est des scénaristes, on écrit un scénario. Et donc, je l'ai écrit en 2014-2015, et il a été acheté par un ami à moi qui est producteur, Eric Névé, en 2015. Et je lui ai complètement dit, sincèrement... Tu peux l'acheter, mais je ne le réaliserai pas. Il me dit, il n'y a pas de souci, je trouverai un réalisateur ou une réalisatrice. Entre-temps, il est décédé il y a 4 ans. Il y a 3 ans, à peu près 3 ans qu'il est décédé. Et c'était vraiment mon parrain dans le monde du cinéma. Il m'a vraiment beaucoup appris, il m'a vraiment accompagné durant ma scolarité. Et après, ensuite, ma scolarité. Et surtout, il m'a beaucoup aidé en achetant ce scénario pendant ma scolarité, ce qui m'a permis de ne pas pouvoir travailler à la Fémis. Pendant la Fémis, parce que je travaillais les autres années aussi dans un cinéma pour gagner ma vie. Et quand sa femme m'a appelée après son décès pour me demander, pour me dire qu'il y avait que moi qui pouvait le faire et que si je le fais, c'est autant pour lui que pour moi, j'ai accepté. En fait, j'ai accepté pour ça, mais je pense que j'ai aussi accepté parce que je pense que c'était le moment, en fait, c'était le moment de tenter, comme tellement tout le monde me le proposait et que tout le monde... j'avais tellement refusé et je pense qu'en fait tout était réuni à ce moment-là. Je pense que j'avais gagné en maturité aussi parce que il faut de la maturité pour faire un film. Tout le monde veut être réalisateur, mais c'est dur d'être réalisateur, c'est tenir une équipe, c'est tenir énormément de choses. Et donc avec le décès d'Eric, et je voulais lui faire honneur avec ce projet et surtout le fait que j'étais prête, je pense. Ouais. Et j'allais te demander justement ça, les difficultés, tu vois, les challenges qu'on a en tant que pour évoluer dans ce milieu qui est difficile. T'en parles à demi-teinte, mais on sent que c'est un milieu difficile et qu'il faut se battre. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, le plus gros challenge que tu as eu, soit pour la réalisation de Banel Adama, soit pour autre chose en fait? Autre projet que tu as eu, quel a été ton plus gros challenge? Ouais, je pense que j'ai beaucoup de chance. C'est vrai que je dis que c'est difficile et que c'est un monde qui... Mais moi, j'ai vraiment eu énormément de chance. Je suis vraiment pas la personne à plaindre. Toutes les portes sont tout le temps ouvertes. J'ai énormément travaillé. Comme je disais, j'ai énormément fait de stages pour me faire connaître et faire parler de moi. Donc, je connais beaucoup de gens. Donc, les portes sont énormément ouvertes. Et même pour mon scénario de Banel Adama, on n'a pas eu de mal à le financer parce qu'il a plu directement, ce qui est génial pour moi. Ouais. Arte, ils sont lancés directement, Canal+ s'est lancé, le CNC, on l'a eu du premier coup de tout. Voilà, c'est tout j'ai vraiment tout au final facilement. Le plus dur a été le tournage, mais je pense que tous les tournages sont durs, surtout dû aux conditions climatiques au Sénégal. Ouais. Au Fouta, il faisait 50 degrés, c'était hyper compliqué. Mais j'ai pas eu vraiment de... En fait, je pense que dans le monde du cinéma, le gros challenge, c'est d'y rester, en fait. C'est quand on y est, d'y rester. En fait, le plus dur, c'est de continuer à faire un autre film, de faire un autre film. Et c'est ça où il faut se battre, en fait. Il ne faut jamais lâcher. Il faut toujours être dans la sociabilité, même quand on n'aime pas ça. Faut toujours avoir des projets. Et je pense que pour moi, c'est ça le plus dur, en fait. Mon challenge, c'est toujours, OK, là, il y a Banel Adama.
qu'est-ce que je fais après? Ouais. Et c'est pas donné, en fait. Oui. Les gens pensent que c'est donné, mais c'est pas donné, en fait. Hein. Tout est éphémère, en fait. Il y a beaucoup de gens qui étaient en compétition à Cannes pour un premier film et qu'on n'a jamais entendu. Voilà, et qui sont pas revenus à Cannes, en fait. Et en fait, rien n'est donné, en fait. Et en fait, c'est vraiment le challenge, c'est toujours, OK, et après, qu'est-ce qu'on fait? Tu l'as évoqué, Banel et Adama a été tourné dans le Fouta, au Sénégal. Pourquoi ça t'a importé tant de faire ce tournage au Sénégal et dans le Fouta particulièrement? Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, ce projet, je l'ai créé en 4e année. J'ai créé en 4e année, c'était mon projet de diplôme. À la FEMIS, on reste 4 ans à la FEMIS. Okay. Et quand on est en scénario, chaque année, on écrit un long métrage. Et moi, de la première à la 3e année, j'avais écrit des longs métrages qui se passaient en France, en banlieue, parce que c'est ce que je connaissais. Et j'ai remarqué, en fait, en 3e année, que en France, on nous catalogue assez rapidement, on nous met assez rapidement dans des cases. Et j'étais devenue, en plus je viens de banlieue, j'étais devenue la fille qui écrivait des scénarios de banlieue. Et je voulais vraiment pas. C'était vraiment, je ne voulais pas. Et en fait, en écrivant ce scénario, en fait, je me suis dit, bon, en 4e année, tu vas écrire un scénario très très loin de la banlieue de la France. Et un scénario très poétique et très littéraire. Aussi pour prouver, et là, c'était pas, je devais prouver que je pouvais écrire autre chose que des films naturalistes, que des films en banlieue, où ça tchatche beaucoup. Ouais, ça, je sais très bien écrire, mais je pouvais aussi faire des beaux poèmes aussi à côté. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce scénario. Et je pense que c'était très important pour moi aussi de montrer, en 4e année, j'étais vraiment dans une quête aussi d'identité. Quand on est à la FEMIS, dans cette école très blanche, on va pas se le cacher, très élitiste, où moi j'étais pas confrontée à d'autres personnes africaines ou d'autres personnes en banlieue avec qui j'ai grandi, avec des gens qui sont très éloignés de moi dans leur vie, même si je me suis fait vraiment quelques amis. J'avais vraiment un moment, je me sentais complètement perdue à la FEMIS, et c'est pour ça qu'en quittant la FEMIS, je suis allée vivre au Sénégal, parce que vraiment je me sentais complètement perdue. Et je pense que inconsciemment, parce que je le savais pas à ce moment-là, j'ai écrit ce scénario parce que j'avais besoin de me reconnecter avec moi, en fait, de qui j'étais réellement. Et c'est pour ça que je l'ai fait au Fouta, en Peul, parce que je suis Peul et je suis originaire du Fouta. Et le fait d'être partie au Sénégal, qu'est-ce que ça a influencé dans ton travail? Parce que tu vois, après la FEMIS, tu es partie vivre là-bas pendant quelques années. Pourquoi, déjà? Enfin, pour te reconnecter. Et ensuite, est-ce que ça a changé quelque chose dans la manière de travailler? Énormément, personnellement et professionnellement. Moi, c'était comme une renaissance au Sénégal pour moi. Comme je dis, à la fin de la FEMIS, j'étais complètement perdue, en fait. Ça allait bien professionnellement, mais en tout cas, personnellement, j'étais complètement perdue. Je ne savais plus qui j'étais. Et aller au Sénégal, mes plus proches amis aujourd'hui, c'est vraiment des amis que c'est même pas des amis d'enfance, c'est des amis que j'ai rencontrés au Sénégal. Ça m'a vraiment reconnectée avec moi-même. Je me suis vraiment retrouvée au Sénégal et je me suis vraiment affirmée en tant que moi, Ramata Toulaïssi, une femme noire sénégalaise et africaine surtout. Et ça, grâce vraiment à tous mes amis qui sont aujourd'hui mes plus proches amis, qui m'ont aidée. Même sans le savoir, qui m'ont aidé à me retrouver. Et professionnellement, ça m'a permis aussi d'aller plus loin dans ma quête d'écriture, en fait, d'aller plus vers les contes, vers d'autres genres africains qui m'ont ramené aussi vers la littérature afro-américaine ensuite, avec Toni Morrison, Jasmine Ward, voilà, 100 ans de solitude. Ouais. Donc voilà, ça m'a amené du côté oral et des griots vers le côté réalisme magique afro-américain. Donc, professionnellement et personnellement, retourner au Sénégal, c'était vraiment une sorte de renaissance pour moi. Et la thématique du film, c'est l'amour, la tragédie amoureuse. Et ça, j'aimerais savoir pourquoi. Parce que quand on regarde le film, on sent que tu es une vraie romantique. Il n'y a pas de sujet, tu vois, c'est l'amour, tu le vis, quoi. Enfin, on sent vraiment ça. D'où ça vient, ça? Mais je sais même pas. En plus, les gens pensent vraiment que j'ai un cœur dur, en fait, que j'ai un cœur dur. Ah non, mais vraiment. T'as pas un cœur dur. Mais quand on regarde le film, on voit que t'as pas un cœur dur. Mais c'est ça, en fait, le plus dur. Comme je disais, les premiers films sont des films très personnels. Mais les gens pensent vraiment que j'ai un cœur dur. Parce que je le montre pas forcément que je suis une romantique. C'est que je le montre jamais, quoi, en fait. Et là, c'était un peu dur de le montrer avec mon film, mais je suis carrément une romantique. J'adore ça. J'adore ça, mais je le montre pas. Mais tu le montres pas, pourquoi? Pour te protéger? Je pense qu'avant, il y avait de la protection. C'est de la protection aussi de la pudeur, je pense. Ouais. C'est de la protection, mais aussi beaucoup de pudeur. Et je pense que
je le crie pas en fait. Même les gens aujourd'hui, je suis quelqu'un de rigoureuse, moi. Je suis comme ça et ils penseraient jamais que je suis vraiment une romantique, vraiment. Mais et c'est aussi la tragédie. Oui, aussi. J'adore la tragédie. Moi, j'ai grandi dans le théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre depuis le lycée et après pendant l'université. Moi, Racine, Molière et tout, les Phèdre. J'adore les personnages. Les personnages féminins comme Médée, comme Phèdre, comme Antigone, qui sont hyper passionnés, hyper complexes, qui sont pas manichéennes et qui vont vers la folie. Moi, la folie, c'est vraiment un thème qui m'intéresse et c'est pour ça que j'ai traité aussi avec Banel. Et bref, c'est tout ça qui a fait mon film. Et quelle est ta définition de l'amour, justement? Parce que, voilà, ça, c'est une question existentielle. Eh ben oui, on est là pour ça. Oh, l'amour, franchement, l'amour, ma définition de l'amour. Mais en fait, c'est un peu, je pense que ma définition d'amour, c'est un peu comme cette définition de femme dont je te parlais tout à l'heure. Je pense qu'il n'y en a pas une, en fait. Il y a pas ta définition. Ma définition de l'amour. Je ne sais même pas si je pourrais la définir, en fait. Et c'est pas pour éviter cette question, mais c'est juste qu'il y a des choses. Et ça que je dis toujours, il y a des choses que tu sens, en fait, mais que tu peux pas... que tu peux pas poser des mots dessus. Que j'arrive pas à poser de mots dessus tellement c'est fort. On n'arrive pas à poser de mots dessus. Et pour moi, je vais être un peu tragique, mais je pense que pour moi, l'amour, c'est la passion et la folie. Ta double culture, t'en parles... Tu vois, t'as parlé du Sénégal, comment tu t'es reconnectée. Ça a influencé ton film. Donc, tu t'es définie comme une femme sénégalaise, mais tu es aussi française. Oui, complètement. Cette double culture-là, comment tu composes avec ça? Parce que tu as aussi parlé tout à l'heure de ta liberté, des traditions. Comment tu arrives à composer? C'était très dur, en fait. Ça a toujours été dur d'être tiraillée, en fait. On va dire entre ces deux cultures. Et ça aussi, je pense, c'est une quête et c'est une recherche un peu de vie. Mais je pense que maintenant, à mon âge, aujourd'hui, je pense que c'est mon séjour au Sénégal de 4 ans qui m'a aussi fait dire que j'avais pas à choisir, en fait. Que j'avais pas à choisir, que j'avais pas à avoir honte de l'un ou de l'autre, ou m'affirmer plus avec l'un ou l'autre. Et c'est aussi ça que je dis dans mon film, en fait, parce que mon film reconnecte vraiment ces doubles cultures, parce qu'il y a un côté très tragique à l'occidental. Moi, j'ai cité Racine. Il y a aussi un côté très griot-africain. Et dans mon film, j'ai essayé de comment connecter la tragédie racinienne et les griots africains, qui sont deux genres complètement différents. Et en fait, c'est ce que j'ai fait dans mon film. Si j'ai réussi, j'espère, dans mon film, c'est-à-dire que j'ai réussi, moi, en tant que personne, de connecter les deux. Et je pense que les deux ne sont pas incompatibles, en fait. On nous fait croire qu'il faut choisir, on nous fait croire que c'est incompatible. Mais en fait, non, en fait, je pense pas. Ouais, bah, nous sommes la preuve vivante. Oui, c'est ça. Ça marche. Et d'où te vient ton inspiration? Tu vois, je me posais la question, tu as cité plein de références. D'où te vient ton inspiration et comment tu cultives ça? Tu vois, ta curiosité, ton ouverture, d'où elle vient, comment tu la travailles? Alors, pour les films, mon inspiration vient beaucoup de la littérature. Vraiment, je lis énormément depuis que je suis toute petite. Mais ça, du coup, pareil, tu vois, la question aussi qui me vient à l'esprit spontanément, c'est tu lis depuis petite, tes parents sont analphabètes, non, mais c'est une question légitime, mais tu vois. En fait, c'est très simple. Ma mère, pour être tranquille le mercredi après-midi et le samedi, la journée, elle nous jetait à la bibliothèque. Voilà. Non, mais voilà. Pour être tranquille, vraiment tout le monde. Hein. Ouais. Elle voulait être toute seule à la maison, faire son ménage toute seule, faire ce qu'elle avait à faire toute seule. Elle nous donnait genre 5 francs ou un truc comme ça pour acheter le goûter. Elle nous jetait à la bibliothèque. Et c'est vrai qu'au début, à la bibliothèque, on s'amusait. On courait partout, on lisait pas. Ouais. Et moi j'ai commencé avec les BD parce que c'était animé et j'adorais les BD. Et petit à petit, ça va de BD à roman jeunesse, à voilà. Mais c'est vraiment comme ça en fait. C'est parce que c'est pas nos parents en fait. Moi, ma mère n'a jamais acheté de livres. Mon père, il a acheté que les livres scolaires. Et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler très tôt pour pouvoir m'acheter mes propres livres en fait. Et après, il y a aussi des oncles qui nous offraient des livres. Ma sœur, qui est plus âgée que moi, travaillait plus tôt. Donc, je prenais ses livres aussi, parce qu'elle aussi adorait la littérature avant. Mais voilà, mon inspiration vient beaucoup de la littérature. Et ensuite, ça vient aussi de l'art contemporain. J'adore l'art.
Hier, j'étais même à l'Expo Basquiat, Ouais. à la Fondation Louis Vuitton. Et ça se voit, je pense, dans mon film, que j'essaie de faire des tableaux, des plans et des tableaux. Moi, avec mon chef opérateur, on s'est beaucoup inspiré de Amoako Boafo, qui est ghanéen, de Kerry James Marshall, qui est afro-américain, de Munch aussi, et de Van Gogh, que j'adore. Donc voilà, j'adore vraiment la littérature, et j'adore aussi l'art contemporain, l'art moderne. Et c'est vraiment... Ce que j'aime bien dans le cinéma, c'est que c'est un art qui réunit tous les arts, en fait. Il y a de la photographie, il y a de la peinture, il y a de la littérature, il y a du son, il y a de la musique. Et je trouve ça hyper intéressant de... Moi, avec le compositeur, on a énormément travaillé en studio. C'est la première fois que je travaillais en studio et je donnais... C'est moi qui disais, non, j'aime pas ça, tu devrais rajouter... Alors que j'y connais rien, c'est des sensations, tu devrais rajouter plus de ça et composer, en fait. Mais en fait, c'est ça que je trouve formidable dans l'art, en fait. Et comment tu as choisi ton équipe, justement, les acteurs? Parce que, enfin, je trouve qu'il y a une belle harmonie. Tu vois, tout est bien balancé. En tout cas, moi, le film, je l'ai regardé d'une traite et tout est bien balancé. Et je trouve qu'il y a une harmonie entre les personnages. Comment tu les as trouvés? C'est des noms professionnels tous. C'est la première fois qu'ils jouent. Il y avait une directrice de casting qui a sillonné la région pendant 4 mois avant le tournage, 4-5 mois avant le tournage, qui est le premier personnage qu'on a trouvé, qu'on a casté, c'est celui qui joue le petit Malik. Oui. Alors lui, son regard, dès la première, on s'est dit, ok, ça bon, c'est lui, on le prend, on va pas. On avait vu quelques petits avant, mais c'était vraiment le premier. Ensuite, on a trouvé la mère. Ensuite, on a trouvé la plus dure, c'était Banel. Et c'est moi qui l'ai trouvé. C'est même pas la directrice de casting. On avait eu beaucoup de mal à trouver Banel, donc on a élargi notre casting à Dakar, à Thiès, mais nous, on voulait une Peul, quelqu'un qui parle Peul sans accent, mais on a quand même élargi, on avait du mal à trouver. Et un jour, j'étais à Podor en préparation, le tournage était dans 1 mois et demi, et j'étais là, j'avais appelé mes prods en disant, mais si on la trouve pas, on va annuler le film, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, je marche dans la rue, et nos regards se croisent, et je regarde dans ses yeux, et il y avait quelque chose, en fait, je sais pas quoi, mais j'ai senti un truc dans ses yeux, il y avait des grands yeux. Et ensuite, on est allé la voir, on lui a demandé de passer au casting le lendemain. Elle n'était pas sûre. Elle voulait pas trop, mais on l'a un peu forcée. Elle a passé un tour, 2 tours, 3 tours. Et à un moment, je me suis dit, bah, c'est elle, en fait. C'est elle. Et vous avez réussi à la convaincre? Oui. On a réussi à la convaincre. C'était difficile, mais on a réussi à la convaincre. Trop, trop chouette. Trop bien. Et j'aimerais, enfin, toi, comment tu décrirais ton style de réalisation? Tu vois, parce que souvent, justement, je trouve que l'art, c'est ce qu'il y a de beau, c'est que tu puises en toi et tu balances quelque chose. Et c'est comment c'est réceptionné par le public. Et c'est souvent le public qui fait des critiques sur ton travail. Mais toi, comment tu définirais ton travail? Bah, moi, en fait, ça dépend en fait des films et des histoires, mais que ce soit sur Astel ou sur Banel Adama, j'aime beaucoup le lyrisme. J'aime beaucoup le lyrisme et la poésie. Et comme je disais tout à l'heure, j'aime créer des tableaux, en fait. J'aime faire de l'art, en fait. Ça a l'air un peu prétentieux de dire ça, mais j'aime créer des tableaux à travers le cinéma parce que je sais que jamais je ferai de la peinture parce que je suis nulle et j'y arrive pas. Je suis très mauvaise. Donc, si tu travailles, tu peux y arriver. Si je travaille, je peux y arriver peut-être. Peut-être, hein, c'est pas dit. Hein. C'est pas dit, mais voilà, en fait, je crée des tableaux parce que c'est ma seule façon de créer des tableaux à partir des images. Mais voilà, sinon, j'aime voir un cinéma assez lyrique et poétique. C'est vraiment ces genres que j'adore essayer de traiter dans mes cinémas. J'adore de partir d'une émotion. En fait, moi, je pars d'une émotion. Dans chaque film. En tout cas, dans chaque film, j'en ai fait 2. Hein, et les prochains. Voilà. Dans Astel, c'était la mélancolie. Et donc, c'est-à-dire que toute la mise en scène devait être mélancolique, en fait, à travers les images, les couleurs, le son, le jeu. Et dans Banel Adama, c'était la folie. Et donc, à partir de cette émotion de la folie, comment... Et c'est pour ça je ne sais pas si tu as remarqué à l'image, il y a une décolorisation de l'image. L'image devient beaucoup plus blanche et devient beaucoup plus crade. Et en fait, c'est où mène la folie à travers l'image, à travers le personnage, le jeu du personnage, à travers les costumes qui s'assèchent aussi. Trop bien. Trop chouette. Il y a une notion dont je parle souvent dans ce podcast, c'est la notion de sweet spot. Tu vois, c'est l'endroit où on se sent bien et à sa place. Est-ce que tu te sens à ta place aujourd'hui? Et si oui, pourquoi? Ou sinon, pourquoi? Je pense que je suis sur la voie de
de me sentir bien à ma place. J'y suis pas encore, mais je suis entre les deux, en fait, et je pense que j'y suis presque, en fait, en tout cas, Inch'Allah. Mais je pense que j'y suis presque. Ça prend du temps, en fait. Je pense que ça prend, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, mais ça prend, je pense, avec ce film, j'ai l'impression qu'avec ce film qui était à Cannes, qui est passé avec plein de choses dans ma vie, j'ai l'impression de terminer un cycle pour en ouvrir un autre, et c'est ça que j'ai l'impression d'être bientôt à ma place. Et qu'est-ce que ça veut dire, être à ta place, que tu l'as pas dit, du coup? Être à ma place, c'est être sereine, en fait, et être en paix, surtout. C'est être sereine et être en paix avec ce que je fais personnellement, ce que je fais professionnellement et spirituellement. C'est vraiment trouver une sérénité. Et c'est quoi la suite parce que tu l'as dit, justement, le vrai challenge, c'est de rester. Oui. Tu vois, c'est pas d'arriver, mais non, c'est de rester. C'est sûr. Ça me fait penser à Dawala, que j'avais reçu sur le podcast, qui dit la réussite, c'est pas d'arriver, c'est de rester. Il a tout compris. Et c'est quoi la suite? Enfin, quels sont tes autres projets pour la suite? Pour l'instant, j'en ai pas parce que je me concentre sur la sortie du film qui a été le 30 août. Et ensuite, sur aussi la tournée des festivals qui prend énormément de temps. Le film a commencé à bien se vendre dans plusieurs pays. Donc, comme il se vend dans plusieurs pays, il y a des sorties. Donc, faire la promotion dans tous ces pays. Et voilà, en fait, j'ai envie de vivre cette aventure sur ce film à fond, en fait, parce que il est vraiment très important pour moi, ce film, parce que je sais que c'est pas un film qu'on a l'habitude de voir. Je sais que à Cannes, les gens s'attendaient à une mignonne histoire d'amour africaine, en fait, quand tout le monde disait oh le Roméo, tout le monde disait Roméo et Juliette africain, tout le monde disait ça, j'étais en mode tout le monde disait ils ne connaissent pas, en fait. Parce que je le réserve. Comme ils me connaissaient pas, il n'y avait pas de référence. Il n'y avait rien qui avait fuité, surtout. Et surtout qu'ils avaient vu Astel avant. Et c'est vrai qu'Astel, comme je dis, c'est la mélancolie. Astel est très doux. C'est l'histoire d'amour entre un père et une fille, sur la relation entre un père et une fille au Fouta. Donc qui est très doux, c'est très beau, c'est très mignon Astel. Mais je voulais autre chose sur Banel Adama. Donc les gens ont vu Astel et donc ils s'attendaient à un truc doux. Voilà, ils s'attendaient à un Juliette africain, mais très doux et très mignon. Et c'est vrai que les gens étaient un peu choqués de voir cette histoire de cette femme, en fait. Et puis la fin, tu vois, la fin. Et la fin, oui. La fin, et elle, on va pas spoiler, mais les choses horribles qu'elle fait autour d'elle, et surtout cette image qui se décolore, qui est pas habituelle dans le cinéma, en fait. Et non, c'est pas une histoire... Et donc, c'est un film, je pense, qu'il faut défendre pour que les gens comprennent. Moi, j'ai plein de questions dans des festivals, parce que j'en ai commencé, où les gens me demandent, mais pourquoi Banel est antipathique? Pourquoi elle est égoïste? J'ai fait, mais elle est égoïste, elle est antipathique, parce que déjà, c'est moi, je voulais que c'est assumé, et c'est parce que je le voulais. Mais, excusez-moi, mais d'avoir une femme qui cherche la liberté, qui se cherche en tant que femme, et qui veut vivre son amour et sa passion, si c'est ça être égoïste, soyons... Et qui ne veut pas d'enfant parce que ça dérange, soyons tout égoïstes alors. C'est pas grave qu'elle soit égoïste. Et si elle est antipathique, en fait, c'est sa condition de vie qui l'a menée là. Et moi, ce qui me dérange le plus dans ces questions, c'est parce que je pense que ça pose problème parce que c'est une femme noire. Et je le dis pas parce que ça fait cliché, c'est parce que je remarque que c'est vrai. Parce que Médée, on dit jamais Médée. Moi, on m'a vraiment dit, Banel, c'est une peste. On n'a jamais dit Médée, c'était une peste. On dit que Médée, c'est une femme complexe, amoureuse, passionnée. Mais voilà, parce que moi, j'adore Médée, donc je le connais. Et on dit la même chose de Phèdre, en fait. C'est vrai. On dit la même chose de plein de gens et plein de personnages antipathiques de femmes blanches qui sont dans le cinéma. On dit jamais qu'elles sont des pestes, qu'elles sont méchantes. Et moi, j'ai entendu des choses quand même horribles sur le personnage de Banel. Et pourquoi une femme noire n'a pas droit d'être passionnée, complexe? Médée, elle a quand même tué trois enfants. Oui. Mais c'est Banel qu'on traite, même si elle a fait des choses horribles, c'est Banel qu'on traite de peste et pas Médée. Donc pourquoi la femme noire n'a pas le droit d'être passionnée, n'a pas le droit d'être amoureuse, n'a pas le droit d'être folle, en fait, et complexe, en fait. Et on s'attend toujours de la femme noire, d'une femme noire oppressée dans les films. Et en fait, je m'en rends compte, et je savais pas que ce personnage allait autant gêner. Déranger. Et déranger. Et il dérange, hein. Moi, je je le vois, mais je ne le savais pas. Vraiment, j'étais peut-être naïve, mais avant Cannes, parce que surtout que dans les financements et tout, personne nous a... Oui, personne n'a relevé ça. Mais je crois que c'est le voir, en fait. C'est le voir, en fait, que ça dérange. Et donc, là, on m'a dit dernièrement, ton film,
c'est un film politiquement incorrect. Ok, Oh, d'accord. trop drôle. Mais c'est pas grave. Tant mieux, c'est pas consensuel en fait. Mais c'est assez marrant parce que tu vois, je trouve que ça en dit long. Tu vois, ça en dit long sur Bien tout. sûr. Tu vois, parce que en réalité, Banel, c'est un personnage, mais c'est un personnage qui représente beaucoup de gens. Mais bien sûr. Enfin, plein de gens vont se reconnaître dans Banel. Bien sûr. Tu vois, et ça montre à quel point on dérange. Mais c'est je ça. me mets dedans, hein, Non, mais bien sûr. Tu vois. Et on m'a dit qu'il est politiquement incorrect. Tant mieux pour. Moi, j'aime tant pas mieux. faire les films consensuels. Et Ouais. au moins, ça ramène des débats. Ouais, c'est ça. Au moins, ça ramène des Ouais. débats et ça fait avancer. Et ça prouve qu'il y a un problème dans la société. Ouais, ouais. Et ensuite, je sais que mon personnage dérange et gêne. Et tant mieux aussi. Moi, j'adore. Et ce qui m'a réconfortée, c'est même pas eux, parce que c'est vrai que ça m'a fait un peu de peine, parce que je me suis dit, on est en 2023, Ah, ouais, on peut pas avancer. Mais en fait, je suis fan de Toni Morrison, et j'ai lu Soula. Ouais. Et Soula, à sa sortie, avait complètement dérangé. Ouais. Que ce soit les Noirs américains ou les Blancs. Les gens, et j'ai lu plein de critiques, en fait, à la sortie de Soula. Ouais. Les Blancs, j'ai lu une critique d'un critique blanc américain qui disait... personnage de Soula dérange énormément parce que c'est pas ce qu'on attend de la femme noire américaine. On attend à ce que ce soit une maid ou qu'elle garde les enfants d'une blanche ou qu'elle soit oppressée par son mari ouais. noir ou qu'elle se fasse taper ou qu'elle soit triste. Il a vraiment dit ça dans son article. Hein. Et il y a aussi un autre article d'un critique noir américain qui disait non, en fait, on n'aime pas Soula parce que Soula montre le mauvais côté des femmes noires américaines alors qu'on nous voit déjà mal du côté des blancs. Et en fait, Soula avait était très mal reçu à sa sortie. Des deux côtés, quoi. Des deux côtés. Et c'est un personnage et un livre qui avait beaucoup dérangé. Et c'est ce qui m'arrive. Et je me suis dit, bon, si je peux avoir la carrière de Toni Morrison, on dit yes. on dit oui, pourquoi pas. Non, mais en fait, c'est ça qui est... En fait, je pense qu'elle a été avant-gardiste avec Soula, en fait, parce qu'aujourd'hui, tout le monde adore Soula. Et il avait dérangé. Et si moi, c'est vrai que c'est un peu dur, parce qu'on est en 2023, on n'est pas... Tu vois. Mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que j'étais un peu naïve en pensant que non, ça allait pas poser de problème, mais en fait, si. Mais tant mieux si elle dérange. Ouais. Ça veut dire que je dérange. Ouais. C'est pas grave. On aime bien. Je vais passer rapidement sur les questions usuelles du podcast, que j'appelle le Tamid Gatemeri. La première que j'aimerais te poser, c'est quelle est la plus grande peur que tu as pu surmonter? C'est des questions complexes hein, que tu sinon, ça serait nul. Non, ce serait nul. La plus grande peur que j'ai dû affronter. Et que du coup, tu as pu surmonter, bien sûr. C'est ce film, bizarrement. Mais je pense aussi que j'avais... je refusais tout le temps de faire ce film parce que j'avais peur... T'avais peur de quoi? De réaliser. J'avais peur de réaliser. Alors, moi, j'ai une peur dans la vie, c'est d'échouer. J'ai peur d'échouer tout le temps. Dans tout ce que je fais, j'ai peur d'échouer. Mais si j'échoue toute seule, c'est pas grave. Donc, écrire des scénarios toute seule, si j'échoue, c'est pas grave. Mais là, un film, c'est une équipe, en tout cas, mon équipe de 150, 200 personnes, c'est des millions de voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de millions pour le mien, mais quand même. Et tu dois rendre compte à Arte, à Canal, au CNC, à tous les gens qui ont mis de l'argent. Et il y a une équipe, et tu portes l'équipe, tu portes tout le monde, c'est ton film. Ouais. Donc, si j'échoue, il y a 250, 300 personnes qui échouent. Et donc, c'est pour ça que j'étais pas encore prête. Et je pense que c'est la peur que j'ai affrontée, en fait. Mais il y en a une autre que j'ai pas encore affrontée. Et que j'espère affronter, mais que je vais garder pour l'instant pour moi. D'accord, très bien. Mais juste, du coup, pour la première, qu'est-ce qui t'a aidé à franchir cette peur? Je pense que c'est... bizarrement et tristement, c'est la mort d'Eric, en fait. Qui m'a aidé à franchir. Et c'est drôle parce que... Drôle, entre guillemets, c'est c'était vraiment son projet préféré. Il tenait vraiment ce projet lui tenait vraiment à cœur. Et en fait, c'était un peu triste à sa mort quand je me suis dit, il l'a pas vu de son vivant, donc je vais le faire et je l'ai fait pour lui. Et en fait, je pense que c'est d'être accompagné dans la pensée par une bonne intention, j'ai envie de dire. C'est ça qui m'a aidée. Parce que en fait, j'ai fait ce film vraiment en partant d'une bonne intention, et c'est même pas une intention de canne, de bling-bling, de paillettes. J'ai fait pour quelqu'un, je savais même pas que j'allais arriver là. J'ai fait vraiment pour Eric, et je pense que ça m'a vraiment aidé à affronter cette peur, parce que je me suis dit, en fait, je fais pas pour moi, et je le fais pas pour ma carrière professionnelle, je le fais pour honorer quelqu'un qui m'a énormément aidé dans ma vie. Est-ce que tu crois en la méritocratie républicaine? Question piège. Question piège. Avant, oui, maintenant, non. Pourquoi? Avant, j'y croyais parce qu'en fait, on n'était pas aujourd'hui sous ce gouvernement, en fait. Je pense que
Et j'ai beaucoup été aidée, en fait. J'ai beaucoup été aidée par les institutions. Je m'en suis jamais cachée. Et je le dis toujours, par des associations, par des institutions. Et surtout, moi, comme j'ai toujours bossé, j'étais là en train de gravir les échelons, donc j'y croyais, je m'étais là, je me disais, bon, c'est parce que les institutions du gouvernement et de la République m'ont aidé à devenir ce que je suis, et pour moi, j'y crois, en fait, parce que moi, il y a énormément de ma génération, moi, je suis née en 86, je viens donc d'une autre génération d'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont aidé, beaucoup de profs qui m'ont aidé, beaucoup d'institutions qui m'ont aidé et qui m'ont fait croire en moi, en fait, que j'avais le potentiel d'aller beaucoup plus loin. Moi, par exemple, j'ai redoublé ma 6e et c'est un prof qui m'a dit, c'est mon prof d'histoire qui m'avait dit, il faut absolument que tu redoubles, ça te fera le plus grand bien. Et ça a été c'était la meilleure chose, parce qu'à partir de là, j'ai tout défoncé, vraiment, à partir de ce redoublement. Ouais. Et voilà, et on m'a accompagnée, en fait. Et vraiment, on m'a accompagnée. Aujourd'hui, de ce que je vois, j'ai l'impression que c'est moins, et de ce que j'entends, parce que j'ai plein d'amis dans des institutions aussi du gouvernement, j'ai l'impression que ce n'est plus du tout la même chose, en fait, et que cette méritocratie n'existe plus parce qu'il n'y a plus autant d'aide. Et quand je dis aide, c'est même pas financier. Hein. Non, quand je dis aide, c'est vraiment moral, et c'est d'être là, en fait. Et je pense que tout ça a disparu à cause de beaucoup de choses qui se passent socialement, politiquement, économiquement, et aussi on va dire, de l'envie de faire des choses de ce gouvernement. Mais je pense que oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est mon avis, il y en a beaucoup, ça n'existe quasiment plus. Et tu as beaucoup parlé du travail, tu as beaucoup parlé du travail principalement. Si j'enlève le travail et les diplômes, qu'est-ce qui fait ta différence? Moi, je pense que c'est ma personnalité. Et après, je sais que tout le monde a une personnalité et c'est ça qui fait notre différence, mais je pense que c'est ma vision du monde, en fait. C'est ma vision du monde, c'est ma façon de penser, et c'est ma façon d'être. C'est ce qui fait la différence, c'est que je suis Ramata Toulaï. Voilà. Voilà. Parfait. Est-ce que tu as une phrase fétiche ou un mantra que tu te répètes quand tu as des moments difficiles ou pas, enfin, tu vois? Elle était très déprimante, comme tous mes films, mais c'est pas grave. Mais à chaque fois, et je répète à tout le monde, je dis on va tous mourir. C'est vraiment, je me le répète tout le temps. En fait, quand je stresse, quand j'angoisse, quand il m'arrive quelque chose, ou quand mes amis me parlent de leurs problèmes, je dis mais en fait, on va tous mourir, en fait. Et on va mourir seuls. Et en fait, il faut juste calm down et chill un peu. Et c'est vraiment mon mantra. Et en fait, ce mantra m'aide à me dire, ok, lève-toi, en fait. Bientôt, t'es plus là. En fait. À relativiser. À relativiser. On va tous mourir, en fait. Voilà. Quand est-ce que tu te sens le plus connecté à toi-même? Quand je suis en Afrique. Ouais. C'est bizarre, hein. C'est hyper bizarre. Surtout que moi, avant de vivre au Sénégal en 2016-2017, j'étais allée 3-4 fois dans les vacances scolaires depuis, avec mes parents et directement au village. Donc, je connaissais pas l'Afrique, hein. Je suis allée à Dakar vraiment à l'aventure. Je connaissais pas du tout Dakar parce que nous, on allait tout le temps au Fouta. Mais ça m'a énormément reconnectée. Maintenant, après, j'en ai visité beaucoup des pays d'Afrique depuis. Et je parlais de ça la dernière fois avec un ami. J'étais au Kenya il y a pas très longtemps. Et en fait, à chaque fois que je rentre dans un pays d'Afrique, même si c'est pas le Sénégal, je me sens moi-même et je me sens chez moi. Mais vraiment, là, j'étais au Cameroun en juin. Et les Camerounais sont très différents des Sénégalais. On a vraiment des cultures hyper différentes. Ouais. Mais je me suis sentie à la maison, en fait. Vraiment, je me suis sentie à la maison, dans une maison village à côté. Mais je me suis sentie vraiment à la maison. Et pour l'instant, ça m'est arrivé dans tous les pays d'Afrique que j'ai visités. Trop cool. Et quand est-ce que tu t'es sentie libre pour la première fois? Tu sais, cette sensation de liberté, on a beaucoup parlé de liberté dans une conversation. Mais est-ce que tu as le souvenir de la première fois où tu t'es sentie libre? Je pense que je me suis jamais sentie libre, pas encore. Et je pense que je tends à ça. Et c'est un peu ma quête dans ma vie. Mais je ne suis pas encore sentie libre. Mais ça ne veut pas dire que... Faire attention, ça ne veut pas dire que je suis déprimante ou pessimiste. Ou je suis... Voilà, non, mais c'est que je ne me suis pas encore sentie libre. Qu'est-ce que la réussite pour toi? Qu'est-ce que serait une vie réussie pour Toulaï?
pour moi, c'est vraiment, je pense que pour moi, si un jour je me dis que j'ai réussi ma vie, c'est que je suis vraiment en paix avec moi-même. En fait, je pense que c'est plus une réussite. Là, je vais parler plus de réussite. C'est même pas professionnelle ou personnelle, amoureuse. C'est un peu dans la tête, en fait. C'est une quête interne de l'âme, on va dire, ou psychologique. C'est lorsque je me dirais que j'ai réussi, c'est lorsque tout ça, en fait, tout ça sera en paix avec tout ce qui nous entoure, en fait, et que je serai et je me sentirai sereine en étant Ramata Toulaïsi, en fait, et heureuse. Je pense que le monde a besoin de se calmer un peu, en fait. Je pense que le monde a besoin de se calmer, de se poser 2 secondes et de réfléchir et de réfléchir sur ce qui se passe, en fait, partout, en fait. Et vraiment, le monde a besoin de respirer, de s'asseoir, de respirer un beau coup, de regarder, surtout regarder autour de lui-même et se dire, en fait, ce qu'on fait en ce moment, ça va pas, en fait. Et qu'est-ce qu'on devrait faire pour que ça aille mieux. Mais vraiment, je pense que le monde a besoin de respirer parce que là, je pense qu'il ne respire plus et qu'on est sur le point d'imploser, d'exploser. Et dans beaucoup de pays, dans beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Donc je dirais au monde de se calmer un peu, de se poser, de prendre le temps de réfléchir et de respirer, de se questionner parce que, en fait, et de réfléchir. Et le monde ne réfléchit plus. Est-ce que tu as un mot de la fin? Une question que je ne t'ai pas posée, juste quelque chose que tu aimerais dire pour clore notre belle conversation que j'ai adorée. J'aurais pu continuer des heures. Non, mais je juste, et ça fait un peu cliché, mais merci à toi de nous faire, d'avoir créé ce podcast, parce que moi, ce podcast, ça m'a ouvert à plein de gens, en fait, à plein de personnalités, à plein de rêves, à plein de désirs, à plein de passion, à plein de questionnements et de réflexions. Et je pense que c'est ce dont on a besoin, en fait, de s'entendre dire des choses, de s'entendre aussi des fois, en écoutant le podcast, on se dit « on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul à galérer, on n'est pas tout seul dans ce cas ». Et en fait, ça fait plaisir d'entendre d'autres expériences. Et surtout, quand on entend ce podcast, moi, j'ai l'impression à la fin... je me dis, bon, en fait, ça va aller. Non, mais c'est vrai, ça a été pour lui et ça va aller, en fait. Ouais. Et je pense que c'est de ça dont on a besoin, donc merci. Merci beaucoup. Ça me touche, merci. À bientôt, Toulaye. À bientôt, merci.